Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format de vidéo. Donc je vais vous raconter 3 histoires qui sortent totalement du commun, que ce soit du paranormal, du glauque ou du totalement bizarre. En tout cas, il n'y aura rien de rassurant là-dedans. J'ai essayé de trouver des histoires assez méconnues, car je sais que sur YouTube, il y a déjà beaucoup de chaînes qui font ce genre de vidéos. Et sur ces 3 histoires, il y en aura 2 qui seront bien réelles et une qui sera totalement inventée par mes soins. Et ça sera à vous de la trouver. Nous sommes en 1898. Le lieutenant-colonel Patterson de l'armée britannique est envoyé dans la région de Tsavo, en Afrique, pour y superviser la construction d'un pont de chemin de fer. Peu de temps après son arrivée, des événements assez étranges commencent à se produire la nuit. Des travailleurs du chantier, qui sont pour la plupart africains ou indiens, disparaissent de leurs tentes. On retrouve parfois les tentes déchirées et avec quelques traces de sang à l'intérieur, et les travailleurs du chantier semblent avoir été traînés en dehors du camp, jusque dans la savane. Une des nuits suivantes, des cris retentissent dans le campement. Ça réveille presque tout le monde, ça court dans tous les sens, c'est une panique totale. Certains travailleurs, ayant assisté à cette horreur, iront raconter à Patterson avoir vu 2 esprits ou encore 2 bêtes énormes avoir attrapé un travailleur dans sa tente et l'avoir traîné jusque dans la savane. Faut dire que dans la pénombre et dans la panique, c'est quand même compliqué de se rendre compte de ce qui se passe. Et les histoires les plus folles commencent à germer dans le camp. Dès le lendemain, des recherches sont menées et un cadavre sera retrouvé à moitié déchiqueté et dévoré dans la savane. Après examen du corps, les blessures correspondraient à la mâchoire et au croc de lions de Tsavo, qui sont de très gros lions de la région. D'après les éléments, il s'agirait de 2 gros lions mâles, peut-être des frères, qui traîneraient ensemble. Mais ça, c'est pas commun. Des barrières d'épines et des feux sont disposés un peu partout dans le campement, pour tenter d'intimider les lions. Mais le problème, c'est que le campement est gigantesque et il y a des centaines et des centaines de travailleurs. Patterson réclamera quelques soldats à l'armée britannique pour protéger les travailleurs, mais ça lui sera refusé. Le temps passe et malgré les barrières d'épines et les feux, des dizaines et des dizaines d'ouvriers se font dévorer par les lions. Patterson, qui avait tenté de nombreuses choses, décide alors de se cacher dans les arbres, chaque nuit avec son fusil. La nuit du 9 décembre 1898, Patterson apercevra un lion dans le campement, en train de tourner autour des tentes, à la recherche d'une proie. Un peu comme dans les documentaires animaliers quand vous voyez un lion tapi dans les broussailles prêt à sauter sur une gazelle. Patterson attendra le bon moment et ne lui laissera aucune chance. Il abattra le premier lion de Tsavo d'une balle. Et le 29 décembre de cette même année, il se retrouvera cette fois-ci face au 2e lion, qui le chargera et il sera à 2 doigts de se faire bouffer, mais il réussira à l'abattre presque à ses pieds. Les 2 lions mesuraient environ 2,70 m de long et 1,20 m de hauteur d'épaule. Ils auraient tué à eux deux plus d'une centaine de travailleurs, et d'après certaines sources, ça monterait même à 140. Patterson posera fièrement à côté des dépouilles, qui seront d'ailleurs par la suite envoyées au musée Field de Chicago, où elles y sont encore. Le film de 1996, L'ombre et la proie, est d'ailleurs inspiré de cette histoire. Et pour tous ceux qui adorent les animaux et qui seraient un peu choqués du sort réservé à ces 2 lions, je vous rappelle quand même qu'ils ont bouffé des dizaines et des dizaines de personnes. Mettez-vous 2 minutes à la place de ces travailleurs qui dormaient pépère tranquille dans leur tente et qui d'un coup devaient sentir une mâchoire énorme leur broyer le mollet ou je sais pas quoi. Et en ouvrant les yeux, voir un lion devant eux comme ça, et sûrement juste à droite, un deuxième en train de les regarder prêt à jeter sur leur gorge. Moi aussi j'adore les animaux, mais là c'était vraiment devenu n'importe quoi. Surtout que certains cadavres de travailleurs qu'on avait découverts par la suite étaient juste déchiquetés, ils les avaient même pas dévorés. C'était juste le plaisir de tuer des hommes. Voilà, la première histoire est terminée, maintenant on passe aux 2 autres, et allez pas vérifier sur internet, jouez le jeu. Nous sommes en 1941 et une bonne partie de l'Europe est sous possession nazie. Beaucoup d'œuvres d'art ont été rapatriées d'un peu partout en Europe vers l'Allemagne, dont le vase de Gétorix, qui se trouvait dans le palais des Beaux-Arts de Lille. Ce vase, datant de l'époque gauloise, s'entourait de quelques légendes. Il aurait servi pour certains rites ou sacrifices pratiqués par des druides sur des hommes ou des animaux. Il se serait passé certaines choses étranges lorsque des personnes étaient proches de lui, mais il n'y a jamais eu rien d'établi et jamais aucune preuve. Les nazis s'intéressaient beaucoup à l'occulte, et un centre de recherche assez spécial fut créé proche de la ville de Zwickau. Je sais pas si je prononce bien, Zwickau. Mais tout ça restera secret, du moins pendant un temps. Le centre était composé d'une 30aine d'hommes. Des soldats pour surveiller et protéger les objets et les œuvres d'art, et le reste était des scientifiques. 2 petits bunkers de test étaient disposés à environ 2 km du camp en pleine forêt. Le bunker A et le bunker C. Me demandez pas où est passé le B, j'en sais rien. Le 27 octobre 1941, 4 hommes, 2 scientifiques et 2 soldats, dont le scientifique en chef Thomas Zimmer, partent direction du bunker C. Ils prennent un véhicule ainsi que le vase de Gétorix. D'après certaines sources, ils seraient partis dans l'après-midi, mais d'après d'autres, ils seraient partis vers 22 h.
Les heures passent, ils devraient être revenus depuis longtemps, mais personne n'est là, et ils ne répondent pas non plus à la radio. Donc un soldat du camp est envoyé sur place, voir ce qui se passe. Lorsque le soldat arrive, leur véhicule est bien là, il est garé devant le bunker. Mais le bunker semble vide et il est verrouillé. Plusieurs hommes sont envoyés sur place pour rechercher les disparus, mais malgré plusieurs jours de recherche, personne ne sera jamais retrouvé. L'histoire sera tue pendant des années, mais à la chute du mur de Berlin, beaucoup de choses qui étaient cachées par l'URSS referont surface, dont celle-là. Il sera supposé pendant un moment que des rebelles ou des résistants de Tchécoslovaquie se seraient attaqués à eux, car la frontière tchécoslovaque n'était pas loin, mais il n'y a jamais eu aucune trace de lutte découverte. Et si jamais un coup de feu avait été tiré, ils l'auraient entendu au centre de recherche, il était qu'à 2 km. Et le vase de Gétorix ne sera jamais retrouvé non plus. Et là on reste sur une histoire bourrée de questions avec aucune réponse. Nous sommes en 1518 dans la belle ville de Strasbourg. Une femme se met alors à danser dans les rues de Strasbourg avec une très grande conviction. Jusque-là, rien de dingue, vous me direz, sauf qu'au bout de 4 jours, elle dansait toujours. Une semaine après, une trentaine de personnes l'avaient rejoint, et un mois après, ils étaient pas moins de 400. Ça devait être un beau bordel. Là où c'est moins drôle, c'est qu'au bout d'un moment, certains finirent par mourir d'AVC, d'arrêt cardiaque ou même d'épuisement. Et les choses ne faisaient qu'empirer, à tel point que les nobles de la ville demandèrent aux médecins de trouver une solution, et vite. Le problème, c'était que les médecins ne comprenaient rien à ce qui se passait et ils étaient complètement dépassés. Jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin un traitement. Si on peut appeler ça un traitement. Ils demandèrent qu'une estrade soit construite pour que les danseurs fous puissent danser jusqu'à l'accomplissement de leur but et qu'ensuite, tout devienne normal. Les autorités auraient même embauché des musiciens pour améliorer le traitement. Bon, de nos jours, il est avéré que l'épidémie de danse de Strasbourg a bien existé, mais elle aurait été fortement exagérée au fil des années, comme par exemple l'estrade, les musiciens et plus de 400 danseurs. On pense que ça serait dû à une maladie psychologique, comme quoi les gens se seraient sentis obligés de danser, comme s'ils étaient possédés et ils ne pouvaient pas s'arrêter. Les 3 histoires sont maintenant terminées, donc si vous voulez un petit peu réfléchir, mettez pause, ou autrement, je vous dis laquelle j'ai inventé, lesquelles sont vraies. Les lions de Tsavo. Ça paraît gros, hein. Eh bien cette histoire elle est totalement vraie. Après, la majorité des informations qu'on a, c'est tiré du bouquin de Patterson, car Patterson a écrit un livre là-dessus. Pour les lions, ils sont bel et bien exposés au musée Field de Chicago. Et si vous aimez les films d'action un peu gore, je vous conseille beaucoup de regarder L'ombre et la proie, avec Val Kilmer qui est sorti en 1996. Alors c'est pas un film légendaire, mais il est quand même plutôt pas mal et les effets spéciaux de l'époque sont quand même plutôt pas mal réussis. Histoire numéro 2, le vase de Gétorix. Eh bien celle-là, elle sort tout droit de mon imagination. C'était la fausse, j'ai tout inventé. Et donc forcément, l'histoire numéro 3, la danse de la mort, elle est vraie. Ça peut paraître bizarre, mais elle est totalement vraie. Cette vidéo est maintenant terminée, ça m'a fait super plaisir de la faire, même si c'était vraiment chiant avec le masque, parce qu'on est en pleine canicule, et il a fait que bouger. Des fois ça doit être vraiment ridicule, je pense, comme vous me voyez, mais bref, voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça m'aidera beaucoup parce que je débute. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci à tous.